Les guerres ont vidé le budget de la Russie et les empires privés sont devenus des cibles faciles. L'arrestation de Mouchkovitch a envoyé un message clair. Même les milliardaires discrets ne sont pas à l'abri. Son empire est en train d'être dépecé, distribué à des proches du Kremlin pendant qu'il se bat pour éviter la prison. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais l'un des plus marquants reste la chute de Konstantin Studikov. Studikov était l'un des hommes les plus riches de Russie, un magnat de l'or à la tête d'un producteur majeur. Il était loyal au Kremlin, prudent et obéissant. Mais en juillet, tout a basculé. Il a tenté de fuir vers la Turquie à bord de son jet privé de 50 millions de dollars, cloué au sol par les autorités. Ces mines ont été nationalisées, un mot poli pour dire volées. Officiellement, on parlait de violation vague. En réalité, Poutine avait besoin d'argent pour la guerre. Ces mines d'or ont été saisies du jour au lendemain, redistribuées à des sociétés d'État ou des alliés. En quelques jours, une fortune construite sur des décennies a été engloutie dans l'effort de guerre du Kremlin. Ce n'est pas une campagne anticorruption, ce n'est pas une question de justice, c'est une stratégie de pouvoir pure et simple. Les oligarques étaient dangereux parce que leur richesse leur donnait une indépendance. Poutine ne pouvait pas tolérer ça. Il les a donc brisés un par des arrestations, des saisies, des sanctions, en utilisant la guerre comme prétexte pour aller plus loin. Aujourd'hui, leurs jets privés et leurs villas en Suisse ne sont plus que des décors, ce ne sont plus des acteurs, ce sont des pions du système qu'ils ont contribué à construire. Mais la vraie richesse que Poutine draine ne vient pas seulement des milliardaires, elle vient de quelque chose de beaucoup plus ordinaire, la vie quotidienne des Russes moyens. Eux ne perdent pas des yachts ou des villas. Ils perdent quelque chose de plus fondamental, la possibilité de construire un avenir. Pour eux, le vol n'a rien de spectaculaire, pas de raid ou de procès public. C'est un grignotage lent et constant de tout ce qu'ils ont. Prenons les banques, par exemple. Le système bancaire russe est dominé par des géants publics comme Sberbank et VTB. Ce ne sont pas des banques amicales, ce sont des extensions de l'État conçues pour financer les priorités du Kremlin. Obtenir un prêt est devenu quasi impossible ou ruineux. Le taux moyen des prêts immobiliers tourne autour de 23% et encore faut-il y être éligible. Les crédits vont surtout aux entreprises publiques, à l'industrie de guerre ou aux proches du pouvoir. Pour le petit entrepreneur qui veut ouvrir un café ou le jeune couple qui rêve d'acheter un appartement, c'est un labyrinthe de paperasse et des taux qui transforment l'emprunt en piège. Et ce n'est pas un accident, le système est fait pour ça. Sberbank, qui contrôle près de la moitié du marché bancaire, a annoncé des profits records en 2024, 1,5 trillion de roubles, environ 15 milliards de dollars. VTB n'est pas loin derrière. Ces profits ne viennent pas d'un service au public, mais de frais élevés, de contrats publics et d'investissements dans la guerre et l'énergie. Pendant ce temps, les comptes des gens ordinaires ne rapportent presque rien et leurs économies perdent de la valeur chaque jour. Les banques sont un pipeline qui aspire la richesse du public vers le régime. L'autre grand levier, c'est l'inflation. La Banque centrale a dû relever ses taux pour éviter un effondrement total, 19% fin 2024, 20% mi-2025. Officiellement, l'inflation était d'environ 8,5% fin 2024. En réalité, c'est bien pire. Les prix alimentaires ont explosé. Le poulet est passé de 200 à 300 roubles le kilo, le pain, le lait, les légumes ont suivi. Les factures d'électricité et de chauffage ont bondi de 10 à 15% dans de nombreuses régions. Le salaire moyen, environ 73,0 roubles par mois, soit 700 $ début 2025. À Moscou ou Saint-Pétersbourg, le loyer peut en absorber la moitié. Il ne reste presque rien pour se nourrir ou s'habiller. Les salaires n'augmentent pas vraiment. Corrigés de l'inflation, les Russes gagnent moins qu'il y a 5 ans. Les pensions sont encore pires, environ 15,0 roubles par mois, soit 140 $. De quoi à peine couvrir nourriture et médicaments. Les promesses d'augmentation de 4 ou 5% ont été avalées par l'inflation. Quant aux jeunes travailleurs, primes et hausses de salaire sont devenues rares, surtout dans des secteurs comme la tech ou l'industrie qui licencient au lieu d'embaucher. Les sanctions ont bloqué l'accès au marché et pièces occidentales, ralentissant voire fermant des usines. Résultat, une main-d'œuvre piégée, sans espoir de gagner plus ou de progresser. Le rouble s'est effondré, 60 roubles pour $1 début 2022, 105 roubles début 2025, une perte de 75% de sa valeur. Tout ce qui est importé est hors de prix, médicaments, électroniques, pièces automobiles. Le gouvernement se tourne vers la Chine ou l'Inde, mais les produits sont souvent plus chers ou de moindre qualité. Les familles choisissent parfois entre se soigner ou manger.
La classe moyenne, qui avait commencé à émerger dans les années 2000, se fait éroder. Avant, un ingénieur, un prof, un informaticien pouvait s'acheter une voiture, partir en vacances, économiser pour un appartement. Aujourd'hui, cette stabilité disparaît. Plus d'1 million de Russes ont fui depuis le début de la guerre, surtout des jeunes qualifiés. Ceux qui restent sont coincés dans une économie qui se rétracte. La tech a perdu 10% de ses effectifs entre 2022 et 2023 et continue de décliner. L'industrie automobile s'est effondrée, production en chute de 60% en 2022, constructeurs étrangers partis. Même les petits commerces ferment en masse, plus de 200 0 PME ont fermé en 2024. Derrière chaque fermeture, des familles perdent leurs revenus, des communautés s'appauvrissent. Et tout ça pour financer la guerre. En 2024, la Russie a consacré 10,8 trillions de roubles à la défense, près de 100 milliards de dollars, soit un tiers du budget national. En 2025, ce sera 13 trillions, environ 145 milliards, plus que la santé, l'éducation et les infrastructures réunies. Chaque rouble investi dans un char ou un missile n'ira pas dans un hôpital ou une école. Les campagnes manquent de cliniques, les écoles tombent en ruine, même dans les villes les plus riches, on trouve des hôpitaux en sous-effectif et des routes délabrées. Le Fonds national de richesse, censé amortir les chocs pétroliers, se vide pour boucher les trous budgétaires. Si les prix du pétrole chutent autour de 50 $ le baril, il pourrait être épuisé en 2 ans. L'État prend aussi le contrôle direct d'entreprises privées confiées à des alliés peu qualifiés. À court terme, ça rapporte de l'argent au régime. Mais à long terme, c'est un désastre. Moins de concurrence, moins d'innovation, des investisseurs qui fuient, des emplois qui disparaissent, une économie de plus en plus rigide et fragile. Et pendant que tout s'effondre, le Kremlin investit massivement dans la propagande et la surveillance. Les médias d'État comme RT ou Channel One brûlent des milliards pour vendre la guerre comme une croisade contre l'Occident. L'appareil sécuritaire explose, 5,5 trillions de roubles pour la sécurité nationale en 2024, presque autant que la santé. L'FSB déploie des systèmes de reconnaissance faciale, surveille les réseaux sociaux, intercepte les communications. Résultat, un climat de peur et d'autocensure où critiquer la guerre ou le pouvoir peut coûter cher. Pendant qu'on dit aux familles russes de se serrer la ceinture, la natalité s'effondre, 1,2 million de naissances en 2024 contre 1,8 million 10 ans plus tôt. Les aides aux familles sont dérisoires. Au fond, oligarques et gens ordinaires sont victimes du même système. Les premiers ont perdu leur pouvoir et leur liberté, les seconds leur avenir. Poutine a transformé tout le pays en une machine faite pour le servir, lui et son cercle restreint, en pointant sans cesse le doigt vers des ennemis extérieurs pour détourner la colère. Ce qu'a perdu la Russie, c'est pas seulement sa richesse, c'est son avenir et tout ce qu'elle aurait pu être. Alors que penser de tout ça ? Derrière les grands discours officiels et les chiffres impressionnants, on voit un système qui se nourrit de ses propres citoyens, qui transforme la richesse et l'ambition en obéissance et silence. Ici, on essaie de décortiquer l'actualité et d'aller au-delà des slogans pour comprendre ce qui se joue vraiment. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vos réflexions et vos questions font avancer le débat. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On publie régulièrement des analyses détaillées et des décryptages pour mieux comprendre le monde et ses zones d'ombre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle analyse.